1. Il faudra commencer par quelques remarques sur les paralysies motrices organiques, d'ailleurs généralement admises. La clinique nerveuse reconnaît deux sortes de paralysie périphéro-spinale, bulbaire, et la paralysie cérébrale. Cette distinction est parfaitement en accord avec les données de l'anatomie du système nerveux, qui nous montrent qu'il n'y a que deux segments sur le parcours des fibres motrices conductrices. Le premier, qui va de la périphérie jusqu'aux cellules des cornes antérieures dans la moelle, et le second qui va de là jusqu'à l'écorce cérébrale. La nouvelle histologie du système nerveux, fondée sur les travaux de Golgi, Ramon et Cajal, Kohliker, etc., traduit ce fait par les mots. Le trajet des fibres de conduction motrice est constitué par deux neurones, unité nerveuse cellulo-fibrillaire, qui se rencontrent pour entrer en relation au niveau des cellules dites motrices des cornes antérieures. La différence essentielle de ces deux sortes de paralysie en clinique est la suivante. La paralysie périphérospinale est une paralysie détaillée. La paralysie cérébrale est une paralysie en masse. Le type de la première est la paralysie faciale dans la maladie de Bell, la paralysie dans la poliomyélite aiguë de l'enfance, etc. Or, dans ces affections, chaque muscle, on pourrait dire chaque fibre musculaire, peut être paralysée individuellement et isolément. Cela ne dépend que du siège et de l'étendue de la lésion nerveuse. Et il n'y a pas de règle fixe pour que l'un des éléments périphériques échappe à la paralysie, tandis que l'autre en souffre d'une manière constante. La paralysie cérébrale, au contraire, est toujours une affection qui attaque une grande partie de la périphérie, une extrémité, un segment de celle-ci, un appareil moteur compliqué. Jamais elle n'affecte un nerveux. Jamais. Voyons. Hmm. Jamais elle n'affecte un muscle individuellement. Par exemple, le biceps du bras, le tibial isolément, etc. Et s'il y a des exceptions apparentes à cette règle, le ptosis cortical, par exemple, on voit bien qu'il s'agit de muscles qui, à eux seuls, remplissent une fonction de laquelle ils sont l'instrument unique. Dans les paralysies cérébrales des extrémités, on peut remarquer que les segments périphériques souffrent toujours. Voyons. Souffrent toujours plus que les segments rapprochés du centre. La main, par exemple, est plus paralysée que l'épaule. Il n'y a pas, que je sache, une paralysie cérébrale isolée de l'épaule, la main conservant sa motilité, tandis que le contraire est la règle dans les paralysies qui ne sont pas complètes. Dans une étude critique sur l'aphasie, publiée en 1891, Zu Raufasu der Aphasien, Vine, 1891, j'ai tâché de montrer que la cause de cette différence importante entre la paralysie
périphéro-spinale et la paralysie cérébrale doit être recherchée dans la structure du système nerveux. Chaque élément de la périphérie correspond à un élément dans l'axe gris, qui est, comme le dit Martin Charcot, son aboutissant nerveux. La périphérie est, pour ainsi dire, projetée sur la substance grise de la moelle, point pour point, élément pour élément. J'ai proposé de dénommer la paralysie détaillée périphéro-spinale, paralysie de projection, mais il n'en est pas de même pour les relations entre les éléments de la moelle et ceux de l'écorce. Le nombre des fibres conductrices ne suffirait plus pour donner une seconde projection de la périphérie sur l'écorce. Il faut supposer que les fibres qui vont de la moelle à l'écorce ne représentent plus chacune un seul élément périphérique, mais plutôt un groupe de ceux-ci, et que même, d'autre part, un élément périphérique peut correspondre à plusieurs fibres conductrices spinocorticales. C'est qu'il y a un changement d'arrangement qui a lieu au point de connexion entre les deux segments du système moteur. Alors, je dis la reproduction de la périphérie dans l'écorce n'est plus une reproduction fidèle point par point, n'est plus une projection véritable. C'est une relation par des fibres, pour ainsi dire, représentative. Je propose, pour la paralysie cérébrale, le nom de paralysie de représentation. Naturellement, quand la paralysie de projection est totale et d'une grande étendue, elle est aussi une paralysie en masse et son grand caractère distinctif est effacé. D'autre part, la paralysie corticale, qui se distingue parmi les paralysies cérébrales par sa plus grande aptitude à la dissociation, présente cependant toujours le caractère d'une paralysie par représentation. Les autres différences entre les paralysies de projection et de représentation sont bien connues. Je cite parmi elles l'intégrité de la nutrition et de la réaction électrique qui se rattachent à la dernière, bien que très important dans la clinique. Ces signes n'ont pas la portée théorique qu'il faut attribuer au premier caractère différentiel que nous avons relevé, à savoir paralysie, détaillée ou en masse. On a assez souvent attribué à l'hystérie la faculté de simuler les affections nerveuses organiques les plus diverses. Il s'agit de savoir si d'une façon plus précise, elle simule les caractères des deux sortes de paralysie organique. S'il y a des paralysies hystériques de projection et des paralysies hystériques de représentation, comme dans la symptomatologie organique. Ici, un premier fait important se détache. L'hystérie ne simule jamais les paralysies périphérospinales ou de projection. Les paralysies hystériques partagent seulement les caractères des paralysies organiques de représentation. C'est là un fait intéressant, puisque la paralysie de Bell, la paralysie radiale, etc., sont parmi les affections les plus communes du système nerveux. Il est bon de faire observer ici, de manière à éviter toute confusion, que je ne traite que de la paralysie flasque et non de la contracture hystérique. Il me paraît important de soumettre la paralysie et la contracture aux mêmes règles. Ce n'est que des paralysies hystériques flasques qu'on peut soutenir qu'elles n'affectent jamais un muscle, excepté le cas où ce muscle est l'instrument unique d'une fonction, qu'elles sont toujours des paralysies en masse, et qu'elles correspondent sous ce rapport à la paralysie de représentation ou cérébrale organique. En outre, en ce qui concerne la nutrition des parties paralysées et leur réaction électrique, la paralysie hystérique présente les mêmes caractères que la paralysie cérébrale organique. Si la paralysie hystérique se rattache ainsi à la paralysie cérébrale et particulièrement à la paralysie corticale, qui présente une plus grande facilité de dissociation, elle ne manque pas de s'en distinguer par des caractères importants. D'abord, elle n'est pas soumise à cette règle constante dans les paralysies cérébrales organiques, à savoir que le segment périphérique est toujours plus affecté que le segment central. Dans l'hystérie, l'épaule ou la cuisse peuvent être plus paralysées que la main ou le pied. Les mouvements peuvent venir dans les doigts.
dans les doigts, tandis que le segment central est encore absolument inerte. On n'a pas la moindre difficulté de produire artificiellement une paralysie isolée de la cuisse, de la jambe, etc. Et on peut assez souvent retrouver en clinique ces paralysies isolées, en contradiction avec les règles de la paralysie organique cérébrale. Sous ce rapport important, la paralysie hystérique est pour ainsi dire intermédiaire entre la paralysie de projection et la paralysie de représentation organique. Si elle ne possède pas toutes les caractéristiques de dissociation et d'isolement propres à la première, elle n'est pas, tant s'en faut, sujette aux strictes lois qui régissent la dernière, la paralysie cérébrale. Ces restrictions faites, on peut soutenir que la paralysie hystérique est aussi une paralysie de représentation, mais une représentation spéciale dont la caractéristique reste à trouver.